All Might n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa puissance, son corps, sa volonté, tout s'écroule face à la terrible vérité. Le grand méchant est le petit-fils de sa mentor qui a sombré du côté obscur. Le grand méchant, c'est lui. All Might hurle de douleur, s'effondre. Sa flamme se rallume, impossible d'abandonner tant que quelqu'un compte sur lui. Sacrifiant son bras, il avance, feinte et frappe. C'est son ultime coup d'éclat. Consumant les dernières braises de son pouvoir, All Might triomphe et meurt symboliquement. C'est le début d'une nouvelle ère où il n'est plus qu'un souvenir veillant sur les générations futures. Ça, c'est le meilleur épisode de My Hero Academia selon IMDb, une plateforme où des milliers d'utilisateurs notent leurs œuvres favorites. Avec 9.8 de moyenne, il s'est imposé dans le top 60 toutes séries confondues. Et à peine quelques places derrière lui, le dernier de la saison 4. Si le premier raconte la chute d'All Might, le second en est un parallèle, narrant en miroir inversé l'ascension d'Endeavor. C'est à se demander s'il n'existerait pas une formule secrète pour créer l'épisode parfait. Eh mais attends, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'il y a certains épisodes qui nous restent plus en mémoire que d'autres? On a étudié le top de IMDb et on va vous révéler la recette secrète derrière le meilleur épisode d'animé de tous les temps. Et on commence par l'ingrédient le plus évident, les combats. Certains n'ont littéralement que ça, comme l'épisode 12 de One Punch Man. Saitama y affronte un des êtres les plus puissants de l'univers, et c'est que c'est beau. Des coups rapides, des rayons d'énergie, de la régénération, de la transformation, pendant 8 minutes, il enchaîne son adversaire en le projetant même sur la lune. On peut ne pas aimer cette débauche d'effets, certains préfèrent l'animation plus classique des anciennes séries, mais il faut reconnaître que c'est très réussi, avec une conclusion à la hauteur des espérances. C'est l'un des plus beaux combats d'animé qu'on ait vu, alors que ça fait bientôt plus de 10 ans qu'il est sorti. Oh, ça fait mal. Je suis vieux. Sauf qu'à côté de ça, c'est un petit peu vide, la note s'en ressent. 9,5 c'est très bien, mais c'est tout en bas de notre classement, parce que les visuels ne suffisent pas. Pour rendre les combats palpitants, il faut d'autres idées. Ah, les power-up. On a consacré 2 vidéos. Quand on voit la hype que ça déchaîne, ça paraît logique qu'il booste la popularité. Mais en fait, pas tant que ça. Le Super Saiyan, 9.3, dépassé par l'Ultra Instinct de DBS. Oh, le déshonneur, les gars, vous avez aucun goût, c'est une catastrophe. Pareil pour Bleach, 9,5 pour la meilleure, et One Piece 9,1 pour le reveal du Gear 5. Et les épisodes qui suivent ne dépassent pas 9,4. Bizarrement, le plus réussi, il est dans Black Clover, le 167e. Un fight où le héros et son mentor combattent côte à côte. Il y a quelques jolis passages, mais on est loin d'atteindre le niveau des épisodes mentionnés plus tôt. Jusqu'à ce qu'Astas scelle un pacte avec son démon pour déployer sur une courte période une puissance démesurée. D'un coup, l'animation glow up, les chorégraphies gagnent en rythme, les échanges de coups en fluidité. La tension monte, puis la musique se coupe. Le mentor lâche son arme, Asta s'en saisit et... Et c'est encore loin du meilleur combat selon IMDb qui est dans Demon Slayer. Aucune surprise, lui a compris l'importance des rebondissements. On va pas spoiler la saison 4, c'est encore trop récent, mais sachez qu'un épisode est classé dans le top 12 d'IMDb. Il est noté à 9.9. Sans lui, le mieux évalué est dans la saison 2, et il s'ouvre sur la défaite totale des héros. Un mort, 2 qui agonisent, une inconsciente. Quant à Tanjiro, le seul encore capable d'agir, il est au bord de l'évanouissement. La seule chose qui le maintient éveillé, c'est un souvenir de sa sœur qui lui hurle de ne jamais baisser les bras. Face à lui, dans une mer de flammes, 2 démons qu'il doit décapiter en même temps. Autant dire que c'est foutu. Il ne peut que crier quand on lui brise la main, s'incliner quand on le maltraite et fuir à l'instant où on le quitte des yeux. Alors pas pour sauver sa vie, mais pour ramasser du poison, affaiblir le démon et trancher son cou. Sauf qu'il y en a un second. Alors comment faire? Comptez sur ses amis. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Les 2 ennemis résistent et l'énergie manque au héros. Heureusement, un autre allié se relève et épaule Tanjiro, lui redonnant l'avantage. Et pour celui qui affronte le second démon, c'est son autre ami que l'on pensait mort qui surgit. Et tous ensemble, ils mettent leur dernière force dans la bataille.
La victoire leur appartient, eux ou pas. Le corps du démon explose, rase tout, et fin de l'épisode. Voilà pourquoi il a obtenu d'aussi bonnes notes. Le fight est non seulement magnifique, mais les multiples retournements de situation nous prennent constamment par surprise. D'autant plus que l'épisode distille ci et là un peu de profondeur avec une réflexion sur le lien qui unit Tanjiro à sa sœur, en opposition aux deux démons qui ont une relation fusionnelle mais dysfonctionnelle. Par contre, bon, c'est pas très original, c'était déjà le propos de celui qui avait su convaincre les fans en saison 1. Classé dans le top 80, gros combat, morale sur les liens familiaux et un éveil de Tanjiro au souffle du feu. Cette course effrénée sur une OST magnifique, l'enchaînement de coups hyper fluides jusqu'à vaincre son ennemi grâce à l'aide de sa sœur. Pour le grand spectacle, on fait difficilement mieux. Les rebondissements ne sont pas la seule façon de rendre un combat inoubliable. On peut compter sur un autre ingrédient, employé à la fin de la saison 2 de ReZero. 7 épisodes, c'est une révélation pour l'héroïne, et 3 combats. Le comique, expédié au début, celui de Subaru, le gore, qui occupe une bonne partie du temps d'écran, ok sans être transcendant, et le dernier, qui justifie à lui seul la popularité de cet épisode. Un affrontement tragique entre le traître qui se cachait parmi les héros et la femme qui l'aime en secret. Déjà, le twist est incroyable. Mais la mise en scène fait qu'on s'inquiète pour les personnages, qu'on tremble avec eux. Les fans ont donc été nombreux à verser leurs larmes. C'est ça la clé pour faire des épisodes hors du commun. Les émotions. Alors, oui, hype et excitation ça marche, ça explique en partie la popularité des combats, mais faut pas oublier toutes les autres. Genre la joie, c'est en partie grâce à elle que la conclusion de la saison 3 de Kaguya-sama Love is War s'est placée dans le top 50. 好きになった方が負けなのである。 Deux lycéens qui se tournent autour et le premier qui réussit à forcer l'autre à avouer ses sentiments gagne. Ça fait 3 saisons que ça dure et on n'a pas beaucoup avancé en fait. Après tout, chacun des deux héros a une excellente raison de ne pas faire le premier pas. Mais leur temps est compté car Shirogane va bientôt quitter l'école et la fête qui arrive est sa dernière. Donc si Kaguya n'agit pas maintenant, qu'elle n'accepte pas sa défaite, elle le perdra pour de bon. Donc elle fait comme à son habitude, échafaude un plan pour que lui se déclare et ça foire. Car à la place de celui qu'elle aime, c'est un mystérieux voleur qui se présente, l'invitant à résoudre des énigmes pour le retrouver. Et ce voleur, c'est en fait Shirogane qui cherche à l'attirer dans la tour de l'école. C'est sur cette situation que commence notre épisode, un duel final où Kaguya obtient immédiatement l'avantage puisqu'on lui donne un vœu. Elle pourra l'utiliser pour forcer Shirogane à avouer, mais elle s'y refuse, prise dans ses tourments intérieurs et son incapacité à voir ses propres qualités. Heureusement, Shirogane avait tout prévu, ça fait des semaines qu'il se prépare pour lui faire sa demande dans les meilleures conditions, et il joue son ultime carte. Tout ça pour lui demander de l'accompagner à l'étranger. Aucune déclaration, juste un délai supplémentaire, le retour au statu quo dans un nouveau cadre quoi. Mais avant même qu'on soit déçu, Kaguya décide d'utiliser son vœu. Elle s'avance, se met sur la pointe des pieds et embrasse son prince charmant. La conclusion qu'on attendait tous et toutes avec impatience. Avec au passage une scène ultra drôle, bref c'est juste parfait pour la série. Et puis on arrive à la séquence post-générique qui nous montre que même s'ils sont presque ensemble, vu qu'ils se sont embrassés, on est très loin d'en avoir fini en fait, car aucun des deux n'a prononcé le fatidique je t'aime. C'est du génie pour maintenir l'attention. Et puis alors, petite digression personnelle, mais si vous avez aimé la série jusque-là, dites-vous que la suite est encore bien meilleure, donc prenez patience. Le mieux pour captiver le public, ça reste les émotions négatives. La tristesse est souvent plus mémorable que la joie. Vous avez sans doute plein d'exemples qui viennent en tête, mais le meilleur selon IMDB, c'est le 10e de Violet Evergarden. On suit une enfant soldat, Violette, privée de ses bras et de ses émotions par la guerre. Elle doit désormais trouver sa place, et pour ça elle choisit un métier au contact des autres, écrire des lettres. À chaque épisode, on découvre une tranche de sa vie, et celle-là fait mal. C'est du Kyoto Animation tout craché. Tout est mis en scène à travers les yeux d'une jeune enfant dont la mère est malade. Pas de narrateur et encore moins de dialogue d'exposition, on ne donne quasiment aucune information à l'oral. Tout se fait à travers des détails subtils, des sous-entendus visuels, genre comme ici, regardez bien. Vous l'avez vu, la mine abattue de la servante, ça et le poing serré de la mère, on saisit immédiatement la situation. Elle est mourante, elle souffre d'abandonner son enfant mais ne veut pas l'inquiéter. Alors, aucun adulte n'en parle. Et c'est ça tout du long, avec une richesse et une intelligence rares. L'histoire se poursuit ainsi, on s'attache à cette famille et à chaque nouvel indice, on se tend en imaginant le drame qui nous attend. Mais quand il arrive, il nous surprend.
La gamine avait tout compris, et comme n'importe quel enfant, elle agit égoïstement. Elle blesse sa mère avant de s'en vouloir. Violette vient alors la réconforter, et comprend au passage ses propres sentiments qui explosent une fois rentrée chez elle. Finalement, la mort arrive. On voit l'enterrement, la petite qui se retrouve seule dans une grande maison, ou presque. Car si sa mère avait fait venir Violette, c'était pour écrire des lettres. 50, qui sont délivrées saison après saison. Cet épisode, c'est pas juste le meilleur de Violet Evergarden, c'est sans doute l'un des plus beaux de l'histoire de l'animation. Et sa leçon, c'est que au-delà de l'émotion, l'important c'est l'écriture et la narration. On croise pas mal de séries dans le top 10 IMDb qui ont marqué par leur scénario, To Your Eternity ou Made in Abyss par exemple. Et pour tout vous avouer, il y en a même deux qui sont au sommet du classement, Ashita no Joe, un classique des animés de sport, et Les Héros de la Galaxie, une grande fresque de space opéra avec romance, trahison, guerre, complot galactique. Top 9 sur My Anime List, et quasiment inconnu chez nous, l'adaptation française étant récente. Mais on l'a retirée de cette vidéo, tout simplement parce qu'elle avait peu de votes, augmentant le risque d'un biais dans les notations. Pareil pour les 3 autres séries qu'on vient de citer. Néanmoins, ce qui ressort très souvent de ces épisodes, c'est un ressort, qui a marqué plus que les autres, qu'on retrouve parfaitement employé 2 fois dans le 8e épisode de Chainsaw Man. Alors oui, il est noté 9,4, c'est tout en bas du classement, mais on a une réputation à tenir quoi, c'est bon, Chainsaw Man, Fujimoto, oh là là. Déjà, l'éléphant dans la pièce, le début qui plombe l'évaluation. Le héros alcoolisé et, mineur, on le rappelle, finit dans le lit de sa collègue adulte. Bon, même si c'est nécessaire au développement du personnage, on comprend que ça est gêné. Surtout que c'est super long et qu'il faut attendre plus de 10 minutes pour que l'intrigue commence. Mais quand ça commence... D'un seul coup, la série bascule. Des personnages qu'on pensait importants se font massacrer en quelques secondes. S'ensuit un énorme combat qui se conclut par la disparition de sa collègue auquel on venait juste de s'attacher. C'est un choc total qui a profondément secoué le public. C'est ça l'outil narratif surpuissant dont Chainsaw Man fait un usage parfait tout au long de son récit. La mort. Et croyez-moi, quand la suite va être adaptée, les notes vont exploser. Un autre animé qui l'a magnifiquement bien utilisé, c'est Oshinoko. Deux ont façonné le premier épisode, déjà la mort du héros, elle nous fait passer d'une histoire sur un docteur à une réincarnation. Là on se dit, ok, ça va être une tranche de vie sur la famille d'une idole, avec des personnages bien écrits, une intrigue qui avance vite et des visuels sublimes. Et puis, second twist, brutal, imprévisible, la mort fauche l'héroïne. Changement total de ton, on part sur une vengeance. Et des twists, il y en a d'autres dans la saison 2 qui dépassera sans doute le score de la première. Maintenant, la question c'est quel est le meilleur épisode de mort jamais écrit? On a fait plusieurs grosses vidéos sur le sujet, et la majorité de celles qu'on y a évoquées figurent dans les tops d'IMDb, à commencer par celle en miniature. Mais les deux en haut du classement, on ne les a pas traitées, et elles sont dans le même animé, Hunter x Hunter. 3 épisodes de l'arc des fourmis chimères figurent dans le top 50. Le premier, évidemment, c'est la transformation de Gon. On en a déjà beaucoup parlé, donc passons. Les deux qui nous intéressent, c'est le 126 et le 135. Le premier, le combat du roi des fourmis chimères, Meruem contre le président des Hunters, Netero, qui ne fait pas le poids. Meruem se relâche, convaincu de sa supériorité, sauf que le président n'avait pas encore abattu toutes ses cartes. Incarnation de la malfaisance humaine, le vieillard se sacrifie et fait exploser une bombe qui empoisonne mortellement son adversaire. Les conséquences arrivent 9 épisodes plus tard. La conclusion de l'arc, les fourmis chimères ont perdu et les Hunters se préparent à la succession. Meruem cherche un endroit pour vivre ses dernières heures et le seul qui lui convienne, c'est aux côtés de Komugi. Une jeune fille fragile, handicapée, n'ayant qu'un seul talent, jouer. C'est elle qui a su ouvrir son cœur en étant la seule à ne pas le juger sur son apparence. Et il a fini par la respecter. Saigo, Komugi. Onushi to utte sugoshitakatta. Elle accepte de partir à ses côtés. Les parties de Gongi s'enchaînent, rythmées par leurs échanges de coups. La lumière et les voix faiblissent, Meruem ferme les yeux et Komugi attrape sa main pour la dernière fois.
comme une poussière dans l'œil. Non seulement l'instant est très fort, mais il est d'autant plus quand on suit l'évolution des personnages sur ces 3 épisodes. Le sacrifice de Netero au visage déformé par la haine qui augure la transformation de Gon, pendant que à l'opposé, Meruem gagne en humanité. On a presque de l'empathie pour le grand méchant génocidaire, et ça, c'est très fort. Bon, ça nous fait déjà un bon paquet d'ingrédients tout ça, mais vous savez quoi, il en manque un qui a presque plus de poids dans la notation que tout ce qu'on vient de voir, et vous le connaissez très bien, direction One Piece. Beaucoup de gens votent sur l'animé, et les notes varient tout le temps. Entre le début de l'écriture de cette vidéo et sa publication, l'ordre a changé plusieurs fois, donc on va regarder les 9 premiers qui sont très proches dans le classement. Tout en haut, c'est l'épisode 1015, on l'a déjà bien expliqué ici, c'est un quasi perfect, avec un flashback émotionnel, une révélation inattendue et un combat de fou furieux. Ensuite, il y a 2 épisodes axés sur des morts très épiques, 3 qui sont centrés sur les émotions et la baston, un où il y a un énorme twist scénaristique, et les 2 derniers qui nous intéressent. L'épisode 377, dont tout le monde se souvient pour ça. Et le 1062 dont on n'a jamais parlé sur cette chaîne. La bataille finale de l'arc bat son plein, Sanji vient d'achever son duel et c'est maintenant le tour de Zoro. Les coups s'enchaînent avec beaucoup de dynamisme, les fluides s'entrechoquent, les SFX pleuvent, l'animation dépote. Zoro part quand même avec un handicap, un sabre maudit qui aspire son énergie vitale, et en face son ennemi semble invulnérable, ça paraît compliqué dit comme ça, mais petit à petit il prend le dessus, impose son rythme, tranche les flammes de son ennemi et se ferait un chemin jusqu'à lui pour lancer son ultime attaque. Mais alors pourquoi cet épisode est-il si populaire? Un beau combat, le flashback qui humanise le méchant? Bah pas que, tout se résume à cette réplique. Zoro pète la classe, et ça pour sa fanbase, c'est un 10 sur 10 immédiat. Le constat vaut pour tous les animés, quand un personnage est populaire, sa commu propulse ses instants de gloire au sommet du classement. Et je connais un animé avec des fanboys hystériques. Voilà, SNK, hein, le fanservice sur RN. Bah, ça me dégoûte. Mais bon, il y a pire. On reprend la liste IMDb. Les épisodes de SNK dans le top vont par lot de 3. Et les plus populaires, c'est la 3ème saison. Et j'ai ma petite idée du pourquoi. Les héros sont encerclés par l'ennemi. À l'extérieur, le titan bestial massacre le bataillon d'exploration. À l'intérieur, le colossal étale les rênes en 2 secondes. La situation est désespérée. Et c'est qui carry tout le monde? Mais regardez-le qui flex, hein, regardez-le bien. 3 épisodes hein, pour le voir être le One Man Army, montrer qu'il est trop ténébreux et dominer complètement ses adversaires avec une scène pour assouvir certains rêves, on va dire, de la fanbase. Et puis son apparition là qui suffit à faire fuir les méchants, sérieux? Si ça c'est pas la preuve qu'on est sur la plus grosse commu de fanboys, tout animé confondu, je sais pas ce que c'est. Non mais alors là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un énorme développement de personnage, croisé en plus. Armin d'un côté montre qu'il est prêt à tout pour le bien de l'humanité, y compris à sacrifier son rêve de voir la mer et sa vie, de bon cœur. Erwin de l'autre est contraint à ce même renoncement, mais n'y consent que par culpabilité, par repentance envers ceux qui sont déjà partis, avant de mener sa charge glorieuse vers une mort certaine. Ouais, enfin surtout parce que Levi lui a demandé. Quand je te dis qu'il est central. Et même après, on passe plus de temps sur son malaise lorsqu'il voit ses subalternes se faire tuer que sur la charge d'Arwin. Oui, mais c'est bien fait. Tous ces jeunes qui font face à la mort en hurlant l'acceptent pour sauver celles et ceux qui sont restés à l'arrière. Oh, Tatakae! Tout ça pour que la succession d'échecs les force à un choix impossible. Sauver Erwin ou Armin, et c'est le premier qui est choisi. Mikasa le tolère difficilement, mais il comprend la volonté d'Armin et l'accepte pour le bien de l'humanité, pour laisser une chance aux héros du bataillon d'exploration de continuer à les guider. Mais finalement, revivant un lointain souvenir, Erwin rejette son sauvetage et confie le flambeau à une nouvelle génération. Moi, surtout Levi qui décide ça, hein, pour le laisser se reposer, considérant qu'il avait bien assez souffert. Tu vois que c'est un épisode de fanboy. Mais c'est pas vrai, je vais tout casser. Puis tu veux qu'on en parle de FMA? Regarde IMDb tout en haut le 63, logique, suivi de très près par le 19. Et on sait pourquoi, hein, les bandeuses de Roy là, c'est bon. Hein. Le 10... Comment ça le 19? Bon, oui c'est vrai, il est cool, la confrontation avec Lost, la blessure de Mustang qui nous fait croire à sa mort, Al et le lieutenant qui pète un câble,
Mais, enfin, voilà, il est très correct le 19. Mais pourquoi lui? Il y en a tellement des biens, même le 10 m'aurait moins choqué. Non mais je refuse de croire que c'est autre chose que des meufs qui ont fait ce classement. Voilà, expliquez-moi sinon, hein, elles auraient pu au moins choisir le 54. Oh, celui centré sur Mustang qui doit arrêter d'être méchant parce que ça fait peur à ses proches. Oh. Alors toi... Bon les enfants, là vous êtes fatigants, y a pas un moyen de vous mettre d'accord? Vous pouvez pas genre vous trouver un ennemi commun? Jujutsu Kaisen. Pardon? Ah, c'est vrai que niveau fanboy, regardez-moi les 4 meilleurs épisodes selon IMDB. Tous à 9,6 avec au moins 10 000 votes. Vous voyez rien? Le top, le 9ème de la saison 2, Gojo se retrouve face à un dilemme, réduire sa puissance pour épargner les civils, quitte à laisser le champ libre aux démons, ou les sacrifier pour combattre à fond. Et il invente une technique pour massacrer tous ses adversaires sans risquer la moindre vie. Oh, le flexeur originel, que voulez-vous? Ça l'empêche pas d'être pris au piège dans Artefact, ce qui était nécessaire. Sans ça, l'arc aurait eu 0 enjeu. Puis, ça rajoute une petite séquence émotion. Après, on a le flashback de Gojo, un épisode un peu chill qui se termine par l'échec de sa mission et sa mort. La gorge transpercée par une arme maudite, et le suivant, où il s'auto-ressuscite et... ouais, ça pue la classe, le sort d'inversion à la dernière seconde, et l'éveil à ses pouvoirs qui en fait une divinité. Il oblitère son adversaire dans une séquence magistrale à l'animation splendide, très fort émotionnellement, mais admettez les fans de JJK, on suivrait pas Gojo ici, vous auriez jamais eu une aussi bonne note. Et j'en suis sûr parce que le 19ème de la saison 1, hyper bien chorégraphié, beaucoup d'intelligence dans la mise en scène, une excellente alchimie entre les personnages, et en plus, la tension est super bien gérée. Mais ce qui lui permet d'être là, c'est la friandise de la fin. Gojo qui apparaît en mode beau gosse, explose un chauve en 2 secondes, puis balance son ulti pour raser une forêt. Preuve que ça a carré la note, celui juste avant, lui aussi très fort émotionnellement et bien animé, seulement 9,4. CQFD et JJK parient par les Gojo sexuels, voilà, bah oui, c'est prouvé, voilà. Ouais Maxence, ton avis est désastreux, mais si tu veux. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, il est temps de se poser la question la plus importante. Est-ce qu'il existe un épisode parfait qui met tout le monde d'accord? Alors oui, il y en a un, le top 1 des épisodes d'animé, top 4 toutes séries confondues, avec 9,9 sur 10 de moyenne, le dernier épisode de la saison 1 de Vinland Saga. Cette première partie est construite autour d'une dualité. Thorfinn, le héros, est un gamin dévoré par son désir de vengeance envers Askeladd, l'assassin de son père, devenu son mentor et presque une seconde figure paternelle. La dynamique globale de la saison, c'est Askeladd qui échafaude des plans et Thorfinn qui va exécuter ses ordres en échange d'un duel, espérant ainsi le tuer et laver l'honneur de son père. À force d'intrigue, Askeladd arrive à la cour du roi, ayant sauvé son jeune prince d'un terrible complot, il y est reçu en héros. Le souverain accepte même d'écouter ses conseils militaires et lui suggère d'abandonner son attaque contre le pays de Galles, décrivant son relief impraticable, ses guerriers redoutables et ses faibles ressources. En somme, mieux vaudrait y envoyer un émissaire pour négocier leur audition sans effusion de sang. Et le roi semble adorer cette idée, il remercie Askeladd pour sa sagesse, le serre dans ses bras et lui susurre à l'oreille ces mots. Tout n'était que faux semblant entre ces deux hommes, puisque le commanditaire du complot contre le prince était en fait le roi lui-même. Et si ce dernier ne peut l'admettre en public, les actions d'Askeladd l'ont contrarié, et il n'attendait qu'une occasion pour se venger. Or, ses espions lui ont révélé qu'Askeladd est en fait le fils d'une esclave galloise. Voilà pourquoi le choix est impossible, la vie du prince, et donc son espoir pour un avenir meilleur, ou le pays de Galles, son propre peuple. Askeladd nous donne l'impression de perdre la tête et tranchera même celle du roi avant de se lancer dans un massacre sans nom. Son rire dément résonne, on doit l'arrêter, sinon tous les guerriers présents risquent d'y passer. Nul ne semble capable de lui résister, mais celui qui arrivera sera un héros. Et en fait, c'est complètement son plan. Askeladd voulait se débarrasser du roi corrompu et belliqueux, passer pour le grand méchant et offrir sa vie à son prince afin qu'il gagne en légitimité et qu'il puisse s'asseoir sur le trône. Le prince va rentrer dans son jeu en le poignardant en plein cœur. Ça y est. En rendant son dernier souffle, Askeladd a triomphé. Le prince monte sur le trône et son pays est dorénavant sauf. Mais cette victoire est en fait la grande défaite de Thorfinn. Si au début de l'épisode on lui a donné l'opportunité d'abandonner sa vengeance, de retrouver sa vraie famille, il s'y est refusé et quand il arrive dans la salle d'audience, il est déjà trop tard. Il ne peut qu'assister aux derniers instants de celui qu'il voulait tant tuer, recueillir ses derniers mots.
Cet épisode est en tout point parfait, chaque instant est tendu, on est constamment inquiet, incapable de savoir comment les choses se finiront, et l'écriture est de très haut niveau, que ce soit l'écriture des dialogues, la cohérence de l'intrigue ou le développement des personnages. Askeladd qui parvient à accomplir son but au prix de sa vie, le prince qui achève sa mue en trouvant le courage d'affirmer son autorité, et Thorfinn qui, en perdant sa vengeance, changera totalement de vie. Pour tout le monde, c'est une conclusion d'arc qui augure un manga au ton complètement différent, et ça, c'est l'ultime point positif dont on a parlé jusqu'ici, être une bonne fin. Beaucoup d'épisodes incroyables au sommet du classement sont des fins de saison, voire d'animés. On a rapidement évoqué celle de FMA Brotherhood tout à l'heure, mais on a aussi celle de Yola in April, Monster, Cowboy Bebop, Gurren Lagann, la saison 1 de Promised Neverland, ou même Code Geass, qui finit quand même avec 9,8 sur 10 avec 11 000 votes, soit dans le top 30 de toutes les séries confondues. Mais tout ça, on va le garder pour une prochaine vidéo où on parlera des meilleures fins de la Japanimation. Alors pour ne pas la louper, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire sans spoiler quel est l'animé qui selon vous a la meilleure conclusion. Et pourquoi c'est FMA? Oh la forceuse.